ce n'était pas la sangle qui faisait le plus mal. C'était la phrase qui précédait le coup, si ta mère n'était pas morte, je n'aurais jamais eu à te porter. Le cuir siffla dans l'air. La peau se fendit sans bruit. Le garçon ne cria pas, ne versa pas une larme. Il pinça simplement les lèvres, comme s'il avait appris que la douleur s'endure en silence. Isaac avait 5 ans. 5 ans. Et il savait déjà qu'il existe des mères qui n'aiment pas et des foyers où l'on apprend à ne pas trop respirer. Cet après-midi-là, à l'écurie, tandis que la vieille jument frappait le sol du sabot, une ombre canine observait depuis le portail, ses yeux sombres et immobiles, des yeux qui avaient déjà vu des guerres et qui reverraient bientôt la bataille. Ce matin-là, le vent de montagne soufflait avec un sifflement sec dans le corral. Le sol était dur, craquelé comme les lèvres de l'enfant traînant le seau d'eau. Isaac avait 5 ans, mais ses pas étaient ceux d'un plus âgé. Il avait appris à marcher silencieusement, à ne respirer que lorsque personne ne le regardait. Le seau était presque vide lorsqu'il atteignit l'abreuvoir. Un cheval l'observait en silence. La vieille Rossio, avec sa robe tachetée et ses yeux baignés d'une légère brume. Elle ne hennit jamais. Elle ne trépignait jamais. Elle regardait simplement. « Calme-toi », murmura Isaac en lui caressant le dos de la paume ouverte. « Si tu ne parles pas, je ne parlerai pas non plus. » Un cri traversa l'air comme un éclair. Encore en retard, petit animal. Sarah apparut à la porte de l'écurie, fouet à la main. Elle portait une robe en lin propre et repassée, et une fleur dans les cheveux. De loin, elle avait l'air d'une femme respectable. De près, elle sentait le vinaigre et la colère contenue. Isaac laissa tomber le seau. La terre absorba l'eau comme une bouche assoiffée. « Je t'avais dit qu'on nourrissait les chevaux avant l'aube. Ou ta mère ne te l'a-t-elle même pas appris avant de mourir comme une inutile ?» Le garçon ne répondit pas. Il baissa la tête. Le premier coup lui traversa le dos comme un coup de fouet glacé. Le second retomba plus bas. Rossio a donné un coup de pied au sol. « Regarde-moi quand je te parle. » Mais Isaac ferma simplement les yeux. « Un fils de pute. Voilà ce que tu es. Tu devrais dormir à l'écurie avec les autres ânes. » De la fenêtre de la maison, Nilda observait. Elle avait 7 ans, un ruban rose dans les cheveux et une nouvelle poupée dans les bras. Sa mère l'adorait. Escha la traitait comme une tâche que le savon ne pouvait enlever. Cette nuit-là, tandis que le village se rassemblait entre les prières et le doux tintement des cloches, Sarah resta éveillée dans la paille. Elle ne pleurait pas. Elle ne savait plus comment pleurer. Rossio s'approcha du bord de son corral et posa son museau sur le bois pourri qui les séparait. « Tu comprends, dit-il doucement. Tu sais ce que ça fait quand personne ne veut te voir. » Le cheval cligna lentement des yeux, comme en réponse. Une semaine plus tard, un groupe de véhicules s'engagea sur le chemin de terre du ranch. Des camions arborant des logos gouvernementaux, des gilets fluorescents, des caméras suspendues au cou, et parmi eux, marchant tranquillement, se trouvait un vieux chien au pelage grisâtre et au museau fatigué. Des yeux qui avaient vu plus que n'importe quel humain ne pouvait en supporter. Son nom était Zorn. Baena, la femme qui l'accompagnait, était grande, brune, avec un accent du sud. Elle portait des bottes en cuir tanné et tenait un dossier rempli de papiers. « Inspection de routine, dit-il en souriant doucement. Nous avons reçu un rapport anonyme. » Sarah feignit la surprise. Elle ouvrit les bras comme pour lui offrir sa maison. « Nous n'avons rien à cacher ici, mademoiselle. Peut-être que quelqu'un s'ennuie dans cette ville et veut des ennuis. » Zorn ne s'intéressait ni aux chevaux ni aux chèvres. Il se dirigea droit vers l'enclos du fond, où Fischer balayait les crottes. Le garçon s'arrêta. Le chien aussi. Il n'y eut ni aboiement ni peur. Juste ce long silence où deux âmes brisées se reconnaissent. Zorn s'approcha. Il s'assit en face d'Isaac. Il ne le sentit pas. Il ne le toucha pas. Il resta simplement là, comme pour dire « Je suis là et je vois ». Sarah les observait de loin. Ses yeux devinrent ceux d'un serpent au soleil.
Ce garçon a dit plus tard à Baena, en faisant semblant de rire. Il a un talent pour la tragédie. Il invente toujours des choses. Je l'ai recueilli par pitié. Ce n'est pas ton fils. C'est celui de mon précédent mari. Plus un fardeau qu'un enfant. Baena ne répondit pas, mais Zorn, lui, si. Il se tenait devant Isaac, son corps s'interposant comme un mur de calme. Sarah se tendit. Puis-je t'aider, chien? Zorn ne bougea pas. Il la regarda simplement, et pendant un instant, Sarah détourna le regard, car il y avait quelque chose dans ce regard qu'elle ne pouvait ni dompter ni simuler. Cette nuit-là, le ranch semblait plus froid. Sarah buvait plus de vin que d'habitude. Melba s'enfermait avec sa poupée, dessinant des maisons où personne ne criait. Isaac a rêvé. Pour la première fois depuis longtemps, avec un câlin. Elle ne savait pas de qui. Elle se souvenait seulement de l'odeur de la terre humide et d'un museau chaud contre sa joue. Rossio a frappé le sol avec son sabot, une fois, 2 fois, 3 fois. Le garçon ouvrit les yeux et, dans l'ombre, crut voir Zorn allongé à l'extérieur du parc, observant, attendant, comme s'il savait que la nuit ne pouvait pas durer éternellement. Le matin s'était levé avec un brouillard bas, de ceux qui emmêlent les branches sèches, comme si l'hiver refusait de lâcher prise. À l'entrée du ranch, une camionnette blanche arborant l'emblème usé de la protection animale de Castilla Nord s'arrêta silencieusement. Seuls les moineaux osèrent chanter. Baena descendit le premier. Ses bottes étaient couvertes de boue séchée et il portait une écharpe en laine bleu ciel tissée par sa grand-mère au Michoacán. Il l'avait portée comme un bouclier plus de 20 ans auparavant. Il était suivi par un gros chien au pelage couleur cannelle et cendré. Ses oreilles étaient tombantes, sa démarche était fatiguée mais assurée. Il était maladroit. « Est-ce ici ?» demanda Baena aux villageois qui l'accompagnaient. « Oui. La famille Navarro rule. Il s'occupe des chevaux depuis des générations. » Zorn n'attendit pas d'instructions. Il huma l'air et marcha lentement jusqu'au vieux portail en bois. Il s'arrêta. Il regarda à l'intérieur. Sa respiration devint difficile à travers la cour. Un garçon d'un accent grave peine 5 ans portait un seau d'avoine qui semblait peser 2 fois son poids. Il traînait les pieds. Il ne pleurait pas, mais chacun de ses pas semblait s'excuser d'être en vie. Sarah quitta la maison juste à temps pour voir la voiture. Sa robe était impeccable. Son maquillage était impeccable. Aider les animaux? Non. Parfait. Tout est sous contrôle ici. Zorn émit un grognement sourd. Personne d'autre ne l'entendit. Baena s'avança en souriant poliment. Bonjour. Nous sommes ici pour une inspection de routine. Cela ne prendra que quelques minutes. Bien sûr, bien sûr. Entrez. On ne veut pas d'ennui. L'endroit est propre. Les chevaux sont en bonne santé. Puis, élevant la voix sans regarder l'enfant. Isaac, arrête. Et n'ose pas salir les visiteurs. Le garçon s'arrêta. Son cou portait une vieille marque, comme du cuir séché. Zorn marcha droit vers lui. Il ne renifla pas l'air. Il ne demanda pas la permission. Il se contenta de se tenir devant Isaac, comme si ce petit corps maigre était tout ce qui comptait. Oh, lui, dit Sarah avec un rire froid. Ce gamin fait toujours ça. Le pauvre sait pleurer sans verser une larme. C'est du théâtre. Baena ne répondit pas. Il regarda simplement le chien, puis le garçon. Isaac ne bougea pas, mais ses grands yeux sombres brillaient d'autre chose que de la peur. C'était quelque chose de plus ancien, comme si cela attendait d'être vu depuis des siècles. Zorn pencha la tête, caressa sa main et à ce moment-là, Isaac fit quelque chose que personne ne l'avait jamais vu faire, il étendit ses doigts et toucha la fourrure du chien. Juste une seconde, mais ça suffit. Baena s'inclina doucement. Quel est ton nom? L'enfant n'a pas répondu. Zorn s'assit à côté de lui comme pour dire, il n'a pas besoin de parler. Je parlerai pour lui. Il est un peu timide, murmura Sarah.
Et assez maladroit, en fait. Mais on le nourrit. Il dort dans la cabane à outils. C'est mieux que rien, non? La phrase flottait comme une goutte d'huile dans l'eau claire. Baena inspecta les écuries, demanda à voir les chevaux, posa de brèves questions, et tout semblait en ordre. Trop. Lorsqu'ils retournèrent dans la cour, Isaac avait disparu. Zorn s'exécuta. Il resta assis, immobile, devant la porte de derrière, comme s'il savait que des secrets encore inconnus se cachaient derrière cette porte. Ce chien est toujours de service, demanda Sarah avec dédain. Il a l'air retraité. Baena sourit à peine. Les chiens comme ça ne prennent jamais leur retraite. Ils attendent juste leur dernière mission avant de partir. Il s'arrêta près du rosier qui poussait contre le mur. Il y avait des épines. Oui, mais aussi une petite fleur. Timide comme un cœur qui refuse de se fermer complètement. Et la fille, demanda Nilda à l'école. Elle est différente. Elle a du caractère. Pas comme l'autre. Baena ne regarda pas Sarah. Il murmura simplement, parfois, celui qui ne crie pas est celui qui se souvient le mieux. Zorn n'aboya pas, mais lorsqu'il monta dans la camionnette, avant que la porte ne se referme, il jeta un coup d'œil en arrière. Non pas vers la maison, mais vers la petite fenêtre de la grange, où deux yeux sombres l'observaient toujours. Il n'y avait aucune supplication dans ce regard, seulement une attente ancienne et patiente. Comme si elle savait que quelqu'un commençait enfin à l'écouter. Et cela suffisait pour l'instant. À Versailles, le temps s'écoulait à pas de loup. Les pavés recelaient des histoires que personne n'osait raconter. Et les portes des maisons grinçaient, comme si leurs gonds se plaignaient de ce qu'ils entendaient la nuit. Là-bas, tout le monde savait quelque chose, mais on parlait de tout sauf de ça. Sarah traversait la place dans sa robe moulante, les ongles rouges comme du sang séché. Elle saluait d'un geste un sourire en coin, comme quelqu'un qui se souvenait parfaitement du prix de chaque faveur accordée. « Comment va le petit ?» demanda le boulanger d'une voix cotonneuse. Sarah est têtue comme une mule, mais ne t'inquiète pas. Je sais apprivoiser les animaux difficiles, répondit Sarah sans vergogne. À quelques pas de là, le père de Miro observait depuis le banc sous le figuier. Il avait l'air d'un homme accablé de dettes invisibles. Il lui devait le lopin de terre de son frère. Il devait aussi son silence à Sarah. Zorn, le vieil homme, dormait devant la porte du centre de protection animale tous les 9 jours. Mais la nuit, personne ne savait comment ni pourquoi il apparaissait devant la porte du ranch Briard. Il n'a pas aboyé, il a juste regardé fixement, comme s'il attendait que quelqu'un ouvre la bouche. Un matin, Baena le trouva. Il était trempé par la pluie, les pattes enfouies dans la boue, les yeux rivés à la fenêtre de l'écurie. À l'intérieur, Rossio, la vieille jument, frappait rythmiquement le sol de son sabot, et derrière le mur de bois, un sanglot étouffé tremblait comme une feuille en hiver. Baena ne dit rien, se contentant de s'accroupir à côté de Zorn. Il posa la main sur son dos et attendit. Le chien ne bougea pas, mais son corps vibrait d'une tension ancestrale, celle que ressentent ceux qui en ont trop vu. Le lendemain matin, Helga, l'assistante sociale, est arrivée au ranch avec son carnet et son sourire hâtif. Elle a interviewé Isaac pendant 15 minutes sur le porche, tandis que Nilda jouait avec une poupée chère à quelques mètres de là. Il ne présente aucun signe de traumatisme. C'est un enfant calme, mais ce n'est pas inhabituel. Il semble plutôt renfermé. Avez-vous des antécédents familiaux d'autisme ? A-t-il demandé sans lever les yeux. Sarah émit un petit rire. Ce gamin n'a que de la paresse et un désir d'attention. Sans moi, il mourrait de faim dans une ruelle. Helga confirma le rapport et partit avant que le soleil ne traverse le clocher. Cet après-midi-là, Zorn revint. Cette fois, il s'allongea devant le portail et refusa de bouger. Quand Sarah sortit, le fouet à la main, le chien grogna doucement. Il n'attaqua pas. Il ne recula pas. Il gronda simplement avec un sérieux qui ne venait pas de ses dents, mais de son âme. « Encore toi » cracha Sarah en s'approchant. Thor ne scia pas.
Ses yeux étaient comme des braises incandescentes dans la boue de l'écurie. Et Sarah écoutait tout. Il ne regarda pas dehors. Il ne dit pas un mot, mais il serrait le dessin qu'il avait caché sous le sac de paille. C'était lui, de dos, avec des marques rouges sur la peau. À côté de lui, un chien aux yeux tristes. Au fond, une femme sans visage, enveloppée d'ombre. Cette nuit-là, Miro reçut une lettre anonyme. Elle ne contenait qu'une seule phrase, écrite d'un trait maladroit. Ce que tu gardes sous silence fait aussi mal. Il fixa longuement le papier. Puis il le brûla dans le poêle, les mains tremblantes. Un samedi, alors que la foire s'installait sur la place, Isaac passa, un seau d'eau à la main. Neil le suivait, mangeant de la barbe à papa et chantant sans regarder son frère. « Tu sais ce que maman m'a dit ? Que tu n'étais même pas à moi. Que tu étais venu avec des puces. » Isaac ne répondit pas. Elle accéléra le pas, Neil balaya. « Pourquoi tu ne parles pas ? Tu as mangé ta langue comme un âne. » Derrière la clôture, Zorn dressa l'oreille. Il marchait parallèlement à Isaac, comme si ses pas étaient un écho. Il n'aboyait pas, mais son ombre semblait s'allonger à chaque rotation du soleil. Cette nuit-là, Rossio frappa à nouveau 3 fois à la porte de l'écurie. Puis le silence. Puis de nouveau, comme un code, comme si elle savait. Arraché, depuis le portail, répondit par un aboiement aigu. Puis il se coucha, mais ses yeux ne se fermèrent pas. Baena le comprit le lendemain matin. Il s'approcha, posa une main sur la clôture et, d'une voix à peine audible, dit « Qu'est-ce que tu m'apprends, vieil homme ?» Un jour plus tard, quelqu'un a ouvert la porte du ranch sans que personne ne sache comment. À l'aube, Zorn était à l'intérieur, allongé à côté de Fischer, qui dormait sur le foin, recouvert seulement d'un vieux sac. Le chien avait une patte sur la poitrine du garçon, comme pour s'assurer qu'il respirait encore. Sarah a trouvé la scène et a explosé. « Maudit chien infesté de puces. Sors de ma propriété. » Isaac se réveilla sans pleurer. Il ne bougea pas. Il posa simplement sa main sur la tête de Thor. Doucement, comme pour le bénir. « Il ne part pas, dit-il doucement pour la première fois. » Le mot a coupé l'air comme un couteau. Sarah se figea, non pas à cause de sa voix, mais à cause de la façon dont il la regardait. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une tristesse si ancienne qu'elle ne rentrait plus dans le corps d'un enfant. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Pas à Sarah, mais au village, car à midi, ils ont tué quelqu'un. Le voisin Mossad s'est rendu au centre communautaire, s'est tenu devant Baena et a dit « Je ne fais pas confiance aux gens, mais je fais confiance au chien. » Et ce chien dit la vérité. Et pour la première fois, quelqu'un l'a écouté. Rossio frappa à la porte de l'écurie avec son sabot. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'était pas un bruit fort. C'était persistant. Comme quelqu'un qui touche du bois du passé. Il était tard. Le ciel avait déjà pris ce bleu pâle qui, dans les petites villes, annonce le froid. La brume descendait lentement sur les collines, recouvrant les clôtures, les mangeoires, les silences. Isaac ne pleurait pas. Il respirait simplement comme si chaque respiration lui faisait mal. Le cou porté à l'arrière de la tête l'avait laissé hébété. Ses lèvres étaient fendues et une tache violette poussait derrière son oreille. Manilva, avec sa robe rose et son ruban de dentelle. Il avait été accusé d'avoir cassé le balai. « Regardez ce que ce sauvage a fait », avait-il dit. « Tu inventes toujours quelque chose, siffla-t-il. Tu dis que je mens ?» Sarah n'en avait pas besoin de plus. Le fouet s'abattit sans s'arrêter, et lorsqu'il eut fini, elle murmura avec un sourire en coin. « Si vous n'apprenez pas avec des mots, vous apprendrez avec des cicatrices. » Zorn a tout vu depuis l'ombre de la grange. Ce fut d'abord un grognement, puis un bond brusque contre la barrière, puis comme un éclair sans tonnerre, il courut jusqu'à la clôture, traversa la boue et se jeta sur le banc où Sarah avait laissé le fouet avec les dents serrées. Il le déchira, le mordit, le déchira.
Les morceaux de cuir volèrent comme des oiseaux noirs. Sarah recula. Ce chien est fou. Mais il ne la regarda pas. Il regarda Fischer avec ses yeux cendrés qui ne posent pas de questions. Ils comprennent, tout simplement. Avec ce corps imposant et fatigué qui savait encore ce que protéger signifiait. Avec ce silence parfois plus fort que n'importe quel aboiement. Il marcha sur le sol, leva les yeux et, pour la première fois depuis des jours, sa bouche s'ouvrit. Juste un mot, juste un soupir. Merci. Cette nuit-là, le docteur Eric est venu à l'écurie. Pas pour Isard. Il était venu voir une jument pleine, mais il a vu un mâle. Il vit la blessure, il vit comment le vieux chien se couchait à la porte comme un gardien des temps anciens. Il n'a rien dit. Il n'a pris aucune photo. Il n'a appelé personne. Il est resté là à regarder. Et dans son regard, il y avait plus que du doute. Il y avait du souvenir. Avant de partir, il s'accroupit à côté de Rossio, lui caressa le cou avec une lenteur presque sacrée et murmura. Certains d'entre nous étaient aussi des enfants sans bouclier. Rossio le regarda et frappa le sol avec son sabot. Une fois de plus. Le lendemain, Nilda se promenait dans la cour avec sa nouvelle poupée. Il fredonnait une chanson sans mélodie, comme si la douleur des autres n'avait pas d'écho dans son monde. Isard balayait les feuilles sèches près du poulailler. Il couvrait son cou d'un vieux foulard. Il marchait lentement, mais ses mains ne tremblaient pas. Pas depuis que Thor a dormi à côté d'elle. Soudain, Rossio frappa à nouveau à la porte. Bien sûr, voici le texte révisé avec des virgules, des points et des paragraphes courts pour une lecture plus facile. Nilda fronça les sourcils. Ce cheval idiot, encore une fois sous le balai. Elle se dirigea vers le corral. Elle appuya son front contre celui de l'animal. Personne ne disait rien, mais l'air changeait, comme si quelque chose d'invisible respirait à côté d'eux. Elle sait, dit doucement le garçon. Elle voit ce que tu ne veux pas voir. Sarah les observait depuis la cuisine. Elle déglutit, mais ne baissa pas les yeux. Elle s'approcha lentement, avec assurance, le doux poison sur la langue. Regarde-toi, tu parles à un animal. Tu devrais être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Thorne se leva. Il ne grogna pas, n'aboya pas. Il se tenait juste entre elle et le garçon. Un mur de cheveux gris et une dignité intacte. Ce chien ne comprend pas sa place, cracha Sarah. Non, il comprend le mien, dit Isard sans la regarder. À la tombée de la nuit, Baena revint, un carnet à la main. Elle n'était pas venue en tant qu'inspectrice, mais simplement en tant que personne qui n'arrivait plus à dormir depuis qu'elle avait vu ses yeux. Rossio la reconnut. Thorne remua la queue, et Sarah ne courut pas la prendre dans ses bras. Elle attendit simplement en silence, comme quelqu'un qui a appris à ne pas attendre trop longtemps. Baena s'assit sur un rocher. Il sortit un crayon. « Tu veux dessiner quelque chose ?» demanda Sarah. Il secoua la tête. « Je ne dessine plus. » Il rit. Baena rangea le crayon. « Et si je le dessine ? Et tu me dis si je le fais bien ?» Sarah hésita, puis acquiesça. Elle dessina des lignes maladroites, un cheval, un enfant, un chien. Sarah rit doucement. « Ça ne ressemble pas à Rossio. Peux-tu me montrer à quoi ça ressemble vraiment ?» Il prit le crayon et en 10 minutes naquit un portrait de lui de dos, un garçon serrant un chien dans ses bras, regardant vers une porte fermée. Et dans l'embrasure de la porte, une femme aux yeux noirs, un fouet cassé à ses pieds. Baena déglutit, et Sarah lui rendit le crayon. Parfois, les dessins sont plus courageux que moi. Cette nuit-là, Sarah a trouvé le carnet dans le foin. L'a-t-il lu? Il l'a déchiré. Il l'a brûlé. Mais il ne savait pas que Thorne avait suivi son ombre, que Baena avait une autre copie et que le silence d'Isaac n'était plus de la peur. C'est le feu qui a appris à attendre avant de dormir. Et Sarah murmura à Rossio. Je t'ai entendu en premier. Quand personne ne me parlait, quand je n'étais qu'un enfant invisible.
Rossio renifla doucement. Thorne s'allongea au pied du lit et se pencha. Il caressa son oreille blanche et rugueuse. Je ne sais pas s'ils me croiront un jour, mais tu sais. Tu l'as toujours su. Et pour la première fois depuis qu'elle est venue au monde, Sarah s'est endormie sans cacher ses mains sous son corps, car elle n'avait plus peur que quelqu'un les attrape. Parce que quelqu'un, même un vieux chien, avait appris à voir les signes qui n'ont pas besoin de mots. Le jour où la terre parla, ce ne fut ni par des cris ni par le feu. Ce fut par une boîte rouillée et tordue, enfouie sous du fumier sec et l'odeur amère du vieux foin. Baena l'a trouvée sans le chercher. Elle cherchait des traces de rongeurs derrière la grange lorsque Thorne s'est mis à gratter sans cesse un coin du sol dur. Il l'a fait sans aboyer, avec cette obstination silencieuse qu'il avait développée au fil des années, comme un grand-père qui ne se disputait plus mais n'oubliait pas non plus. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, vieil homme » murmura Baena en se penchant. La boîte avait la taille d'un carnet. Lorsqu'il l'ouvrit, une bouffée de poussière et de souvenirs lui brûla les doigts. À l'intérieur, il n'y avait que 3 choses, une feuille de papier pliée avec des dessins d'enfants, un bouton de chemise couvert de sang séché et un stylo noir qui sentait encore la basse-cour. Les dessins étaient maladroits, comme dessinés par une petite main tremblante. Mais le message était clair, un garçon debout avec un œil au beurre noir, un chien devant lui, les dents découvertes, et, à l'arrière-plan, une silhouette féminine avec un fouet. Le visage de la femme était dessiné par la rage. Des traits durs, presque sculptés par la fureur. Dans un coin, une tentative de représentation d'une mère. Mais le texte était flou, effacé par l'eau ou les larmes. Baena plia le papier avec le même soin qu'on met à conserver une relique. Thorne la regarda. Il ne bougea pas la queue. Il attendait simplement au centre de protection de l'enfance. L'air sentait la camomille et les livres d'occasion. Jürgen, un psychologue à la voix de vieille guitare, passait son doigt sur les dessins. « Ce n'est pas de la peur que cet enfant éprouve, dit-il doucement. C'est de la déception. »« Comment le sais-tu » demanda Baena. Jürgen a pointé du doigt le coin inférieur. Ici, il a dessiné une femme. Il voulait la voir. Il avait besoin d'elle, mais il l'a barrée. Il n'a pas peur de sa mère. Ça lui fait mal de ne pas l'avoir trouvée. Baena sentit une boule dans sa poitrine. Et le chien, demanda-t-il sans regarder Thorne, qui dormait sur le tapis près de la fenêtre. Le chien est son gardien, répondit Jürgen. Le seul personnage qui ne change pas dans tous les dessins. Il ne parle pas, il ne crie pas. Il est simplement là. Pour un enfant comme lui, c'est tout. Ce soir-là, au ranch, Sarah servit le dîner comme quelqu'un qui jette des miettes aux poules. Nilda mangea les mains propres, tandis qu'Izar tenait sa cuillère, les doigts couverts de terre. « Où étais-tu aujourd'hui » demanda Sarah sans lever les yeux. « Près du corral » murmura Izar. « Et pourquoi la boîte à foin est-elle cassée ?»« Ce n'était pas moi. » Sarah se retourna. Sa voix était douce comme du poison dans du thé chaud. « Tu as toujours une excuse, n'est-ce pas? Même si tu es petit, tu restes un fardeau. » Sarah baissa la tête. Rossio. Depuis l'écurie, il frappa à la porte avec son sabot. « Encore cette satanée bête » grogna Sarah. « Je vais la vendre. »« Non » murmura le garçon. « Elle n'a rien fait. » Sarah se pencha si près qu'Izar sentit un parfum bon marché et du ressentiment. « Tu ne fais rien non plus. C'est pour ça que tu ressembles tant à ta mère. » La gifle fut rapide, presque silencieuse. Thorne se leva dehors. Personne ne lui en donna l'ordre. Quelques jours plus tard, Baena revint au ranch avec un carnet. Elle s'assit à côté d'Izar dans le corral tandis qu'il caressait Rossio. Et Sarah dit doucement. « Nous avons retrouvé ta boîte. Celle que tu as enterrée. » L'enfant resta immobile. « Puis-je te le montrer ?» Il hocha lentement la tête. Baena ouvrit le couvercle, et Sarah ne toucha à rien. Elle se contenta de regarder son propre dessin comme si elle le voyait pour la première fois. « C'était ma mère » dit-il d'une voix presque inaudible.
Avant de partir, elle avait promis de revenir. Baena ne l'interrompit pas. Je pensais que si quelqu'un voyait ce dessin, il la chercherait. Et pourquoi l'as-tu touché? Sarah regarda Rossio. Elle lui caressa le nez, car elle comprenait qu'elle ne reviendrait pas et que personne ne viendrait, sauf lui. Et il a pointé Thorn du doigt. Plus tard, dans le bureau de la fondation, Jürgen a prononcé une phrase qui restait dans l'air. Quand un enfant cesse d'espérer, ce n'est pas parce qu'il a grandi. C'est parce que quelque chose est cassé. Cette même nuit, Thorn s'assit devant la porte de la chambre d'Isaac et ne bougea pas jusqu'à l'aube. Et quand, finalement, une semaine plus tard, Isaac dessina quelque chose de nouveau, Baena sut qu'un pont s'était formé. C'était une image simple. Sarah debout, sans blessure, Rossio derrière elle, Thorn devant un soleil qui apparaissait timidement sur un champ de figues de barbarie et de coquelicots. Baena sourit. Elle rangea le dessin dans son sac, non pas comme preuve, mais comme espoir. Et parce qu'à ce moment-là, pour la première fois, Isaac dit à voix basse. Peut-être que je ne suis pas aussi seul que je le pensais. Et Thorn, bien que déjà vieux, ne remua la queue qu'une seule fois. Mais ce fut suffisant. Le brouillard était bas ce matin-là, comme si la terre refusait de révéler pleinement ses secrets. Depuis la grange, Isaac pouvait voir la silhouette du camion garé près du portail. Carmen, l'épouse du propriétaire de la ferme, parlait à un homme portant un chapeau à large bord et des bottes couvertes de boue séchée. Il tenait un dossier dans ses mains. Dans ses yeux, rien. Thorn, allongé à l'ombre de la grange, releva aussitôt la tête. Il n'aboya pas. Il se contenta d'observer, tel un vieux garde qui presque quelque chose va se briser. Qui est-ce? Demanda doucement Isaac en caressant le cou rugueux de Rossio, la vieille jument qui l'écoutait sans le juger. Nilda apparut derrière lui avec ce sourire en coin qui n'atteignait jamais ses yeux. Il va prendre Rossio, murmura-t-elle, comme pour lui confier un drôle de secret. Maman dit qu'elle ne vaut plus rien. Tout comme toi. Tout comme ce chien. Et Sarah serra les lèvres. Elle sentit le froid lui parcourir l'échine, non pas à cause du temps, mais à cause de la voix de Nilda qui pesait sur sa poitrine. Il courut vers la maison. Sarah triait des papiers, comme toujours, une tasse de café dans une main et l'impatience dans l'autre. Ne la bande pas, Rossio, m'entend-elle? Je m'en occupe. Le coup est venu comme toujours. Sans avertissement, sans culpabilité, sans âme. La paume de Sarah le fit tomber directement au sol, à côté de la mangeoire vide. Tu ne décides de rien ici. Tais-toi, animal. Depuis la grange, Thorn se redressa lentement. Ses pattes craquèrent comme du vieux bois. Il grogna bas, profondément. Il n'avança pas. Il attendit simplement. L'homme au camion vert, dit Carmen, regarda Isaac. Puis il regarda Thorn, puis Sarah. Tout va bien? Sarah sourit. Ce sourire délicat de quelqu'un qui a déjà appris à manipuler le monde avec le coin de ses lèvres. C'est un enfant compliqué. Il fait tout un plat, mais ne lui prêtez pas attention. Ce soir-là, la table était dressée comme d'habitude, du riz avec des morceaux de viande dure, du pain rassis. Silence. Nilda mangeait avec appétit. Sarah ne regardait même pas l'enfant. Carmen se plaignait du bus matinal. Isaac ne toucha pas à son assiette. Au lieu de cela, il descendit à l'écurie, se blottit contre Rossio, enfouit son visage dans sa crinière et laissa sécher ses larmes. Aucun témoin. Thorn arriva peu après. Il s'allongea à côté de lui et posa son museau sur ses jambes. La chaleur du chien, sa respiration calme, sa présence. Tout cela disait tout ce que personne d'autre ne pouvait dire. À 6 heures, le moteur du camion a fait sonner l'aube. Thorn se leva. Il ne courut pas. Il marcha pas à pas jusqu'à la porte de l'écurie. Il s'arrêta, renifla la chaîne rouillée et aboya. D'abord bas, puis un second aboiement plus ferme, empreint d'une empreinte ancienne, souvenir, rage, loyauté. Puis il se lança contre le bois.
Le coup fut brutal. Les poules piaillaient. Les chevaux ruèrent dans les stalles. Rossio laissa échapper un long cri de peur. « Que fait ce chien fou ?» cria Carmen depuis la maison, sortant une cuillère à la main et s'enfuyant. Elle tenait une pierre dans la paume de sa main. Ses yeux étaient rouges. Son âme débordait. « Tu ne vas pas la prendre ?» cria Abel en sortant du camion. « C'est ma voix. Quand personne ne m'entend, elle me voit. » Zorn se tenait devant le véhicule, les jambes écartées, la tête baissée, le dos tendu. Il n'aboyait plus. Inutile. Le message était passé. Veld baissa les bras, regarda Thorn, puis Isar. « Je ne vais pas faire ça, » murmura-t-il. Il se retourna et remonta dans le camion. Sarah, furieuse, poussa la porte du Porsche. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu es un lâche. Je te paie pour un travail. » Veld ne répondit pas. Il démarra le moteur et démarra. La poussière de la route s'élevait comme un rideau qui tombe. Sarah jeta le journal contre le mur. Nils s'en va. Elle court se cacher derrière le rideau. Rossio, dans l'écurie, renifle. Son souffle chaud sort dans l'air glacial, comme si elle aussi avait livré son propre combat. Écharpe tomba à genoux. Il appuya son front contre le dos de Zorn, qui s'était déjà recouché. « Merci », murmura le chien. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se laissa aller. Depuis la colline, Baena observait. Elle n'avait pas besoin de jumelles pour voir ce qui se passait. Elle le savait, avec cette certitude que les femmes ont lorsque la vie leur apprend à déchiffrer les non-dits. Il a décroché le téléphone. Pas aujourd'hui, demain. Aujourd'hui. On l'emmène. Ce garçon ne survivra pas une nuit de plus. Aujourd'hui. Ce soir-là, la maisonnée dîna seule. Sarah ne demanda pas de nouvelles d'Isar ni d'Alba. Elle joua avec sa nouvelle poupée, comme si de rien n'était. Et en 1900, dans l'écurie, sous une couverture de laine que quelqu'un était parti sans un mot, elle s'endormit entre Rossio et Zorn. Il ne rêvait pas. Il ne pleurait pas. Il respirait simplement, comme si, pour la première fois, le silence ne lui faisait plus mal. L'après-midi tomba comme une prière mal formulée. Le ciel au-dessus des montagnes de pierre était d'un gris terne. Pas de pluie. Pas de soleil. Comme si le temps lui-même refusait de prendre parti. Dans la cuisine de l'auberge rurale, le silence était pesant. Baena ne broncha pas, fixant le carnet d'Isar, où le garçon avait de nouveau dessiné son corps recroquevillé sous mon ombre. « Je ne me sens pas comme une femme avec un fouet », a-t-elle déclaré. Cette fois, elle avait ajouté quelque chose de nouveau, le chien renard, debout devant elle, les dents serrées. « Il ne me laisse pas tranquille », dit Isar, d'une voix à peine audible. « Il sait toujours quand je vais avoir mal. » Baena sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la douleur. C'était comme si un souvenir ancien, le sien, s'était peut-être ouvert, comme ces portes des vieilles haciendas qui grincent avant de révéler une cour où personne n'a mis les pieds depuis des années. Mais avant qu'il puisse répondre, on frappa à la porte. Un coup sec et rythmé. Comme si celui qui était dehors n'avait peur de rien. Matteo, le voisin solitaire, celui qui parlait aux poules et arrosait le jardin à 15 heures. Personne ne le prenait au sérieux, mais son regard était clair, trop clair pour un homme si silencieux. Il entra sans attendre d'invitation, chapeau à la main, le regard fixé sur son environnement. « Je ne fais confiance à personne, » dit-il sans détour. « Mais je fais confiance à l'expression de ce chien. » Baena fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Matteo posa son chapeau sur la table. Ses doigts étaient épais, usés par des années de terre et d'outils, mais ils n'avaient pratiquement pas tremblé depuis 2 ans. J'entendais le même bruit tous les jeudis soirs. Le craquement du cuir, le cri étouffé, l'aboiement. Toujours dans le même ordre. Isaac se recroquevilla sur sa chaise. Zorn, allongé à ses pieds, releva la tête et émit un gémissement sourd.
Et pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, demanda Baena, avec un calme qui dissimulait à peine sa colère. Parce que personne n'écoute les fous, répondit-il. Mais maintenant que je vois ce dessin et cet animal. Il s'arrêta alors, avec une lenteur qui semblait lui peser sur les os. Il sortit de sa poche un petit magnétophone à l'ancienne. Il le posa sur la table. Je l'ai allumé une fois. Je ne sais pas pourquoi. Cette nuit-là, j'ai enregistré quelque chose par accident. Vous ne pouvez rien voir, mais vous pouvez l'entendre. Baena ne la toucha pas. Il hocha simplement la tête, d'une voix ferme et murmurante. Merci d'être venu. À la tombée de la nuit, Sarah fit irruption dans l'auberge, vêtue d'un manteau de laine et les lèvres recouvertes d'un rouge à lèvres fluo. Son sourire ne touchait pas ses yeux. Je suis là pour l'enfant. Zorn se leva. Ses jambes n'étaient plus aussi stables qu'avant, mais sa posture restait stable. Il se tenait entre Isaac et la femme comme un mur. Sarah le regarda avec dédain. Cet animal a besoin d'une laisse, comme tout ce qui ne connaît pas sa place. Isaac, derrière Zorn, ne dit rien, mais ses doigts cherchèrent le pelage rêche du chien et s'accrochèrent comme quelqu'un s'accrochant à une ancre dans un naufrage. Baena croisa les bras. Isaac ne va nulle part ce soir. Sarah rit. Et tu crois pouvoir l'arrêter? Une employée de l'État qui a du mal à garder son emploi. Le silence s'abattit. Baena ne répondit pas. Ce fut Zorn qui le fit. Il grogna bas, prolongé, avec une tristesse ancestrale, comme si elle gouvernait non seulement Isaac, mais tous les enfants qui n'avaient jamais eu de Zorn. Sarah fit un pas en arrière. Maudit animal, murmura-t-il. Tu vas bientôt mourir. Tu le sais, vieux bon à rien. Isaac leva les yeux. Ses yeux avaient cette lueur terne que seuls possèdent ceux qui n'attendent plus de miracles. Mais sa voix, bien que basse, était claire. Je préférerais mourir avec lui plutôt que vivre avec toi. Ces mots n'étaient ni de la colère, ni du drame. C'était une décision, comme celle qu'on prend à la fenêtre au petit matin, après avoir pleuré à chaudes larmes. Sarah se figea. Puis elle se retourna et s'éloigna. La porte claquait. Ils ne l'ont pas ressenti comme une menace, mais comme une libération. Baena prit les décisions nécessaires. L'enregistrement de Matteo serait analysé, mais cela prendrait du temps, et c'était précisément ce dont Isaac manquait. Ce matin-là, ils ont mis quelques affaires dans un sac à dos, le carnet, une couverture, une pomme et un collier qu'Isaac avait fabriqué avec une corde et une petite pierre pour Zorn. Ils sortirent par la porte arrière. Sans bruit, sans esclandre. Matteo les attendait dans une vieille voiture, au siège recouvert de hennecans mexicains que sa grand-mère lui avait apporté pour conjurer le mauvais sort. Zorn monta le premier, suivi d'Isaac. Baena conduisait. Aucun d'eux ne parla, sauf lorsqu'ils traversèrent le pont qui marquait la fin de la ville. Isaac murmura. Où allons-nous? Là où l'herbe pousse sur les blessures, répondit Baena. Est-ce que ça existe? Voyons voir. Zorn posa sa tête sur les genoux d'Isaac. Ses yeux étaient fermés, mais son oreille frémissait, alerte. Par ce petit geste, presque invisible, la guérison commença. L'air d'Elmira sentait le vieux foin, le cuir souple et le café réchauffé. Les montagnes se blottissaient autour du centre de thérapie équine comme une grand-mère blottie autour de son petit-fils endormi, au milieu d'écuries peintes à la main et de clôtures tordues. La douleur avait un rythme différent. Il n'y avait pas de cri. Il n'y avait pas de déni. Il y avait juste une respiration lente. Isaac arriva, les épaules affaissées, les mains enfoncées dans les poches surdimensionnées de l'innocent manteau 160 qu'on lui avait prêté. Il marchait comme quelqu'un qui craignait que le sol ne lui hurle dessus pour sa simple existence. Zorn, à ses côtés, suivait le pas, vieux, fatigué, mais l'oreille tendue. Almira, la gérante, ne posa aucune question. Elle le regarda, comme quelqu'un qui reconnaît une note déjà entendue dans une chanson interrompue. Tu n'es pas obligé de parler ici si tu ne le souhaites pas,
dit-il en lui tendant une carotte et en hochant la tête vers les écuries. Isaac ne répondit pas. Il marchait en silence. Zorn le suivait. Rossio hennit dès qu'elle le vit. La vieille jument, au regard trouble mais noble, s'approcha du garçon comme si elle l'attendait. Isar tendit la main, et le museau chaud de l'animal effleura ses jointures avec une tendresse que personne ne lui avait jamais enseignée. C'était la première fois depuis des semaines que quelqu'un, animal ou humain, le touchait sans violence. Cette nuit-là, ils dormirent ensemble, le garçon, le chien et la jument. La paille était dure. Le froid était réel. Mais Isar ne se réveilla pas en sursaut comme les autres fois. Zorn était allongé à côté de lui, vigilant, comme si le devoir de protéger vivait encore entre ses côtes. Les jours passèrent sans hâte. Almira ne fit aucune demande. Il offrit seulement du pain frais, de l'eau citronnée à la menthe et une couverture tissée à la main avec des fils apportés du Michoacán. « Ma mère me l'a donné au ranch », dit-il un soir. Quand on s'occupe des chevaux, il faut aussi apprendre à soigner les blessures invisibles. Isar ne répondit pas, mais la nuit, il commença à prendre la couverture et à recouvrir Thorn avec. Un après-midi, après avoir aidé Rossio à se brosser les cheveux, Isar resta seul dans l'écurie. Personne ne le vit prendre une feuille de papier et des crayons usés. Il dessinait. Pas de gens, pas de maison. Juste des cicatrices en forme de lignes tordues, des cercles dans des cercles, des spirales sans issue. Quand Mira trouva le dessin, il n'y toucha pas. Il le regarda simplement et posa un nouveau crayon rouge sur la table. Le lendemain, Isaac dégaina à nouveau. Cette fois, il tendit la main. On ne savait pas si c'était pour frapper ou pour sauver. Jürgen arriva une semaine plus tard. C'était un psychologue discret, à la barbe hirsute et à l'accent du Sud. Il ne posa pas de questions sur les dessins. Il resta assis de l'autre côté du corral et regarda Isar nourrir Rossio. On dit qu'un cheval reflète ce que l'on ressent à l'intérieur, a-t-il commenté, comme quelqu'un qui jette une pierre dans un lac sans attendre de réponse. Isar leva les yeux. Et s'il n'y avait que du bruit à l'intérieur? Julan le regarda sans surprise. Alors le cheval va devenir nerveux. Mais si tu attends et respires avec lui, peut-être que le bruit se calmera. Ce jour-là. Et il ne parla plus. Mais la nuit, il dit à Zorn à voix basse. Parfois, je pense que tu respirais pour moi alors que je ne le pouvais pas. Zorn n'a pas aboyé, il a juste remué une oreille. C'était un matin brumeux quand Isaac s'est approché de la Mira avec un vieux cahier dans ses mains. Puis-je garder ça ici? Elle l'a pris sans l'ouvrir. Il le posa sur une étagère à côté des médicaments pour chevaux. On ne perd rien ici, fiston. On les garde jusqu'à ce que tu sois prêt. Isaac baissa les yeux, mais avant de partir, il murmura, Sarah a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, on m'enfermerait pour mensonge. Palmyra n'a pas élevé la voix, n'a pas serré les poings, elle s'est juste approchée et a brossé un peu de poussière de son épaule. Et tu sais que ce n'est pas vrai. Isaac hésita. Je commence à le découvrir. Cette nuit-là, il pleuvait. L'orage secouait le toit de l'écurie. Rossio s'impatientait. Isaac se réveilla les yeux grands ouverts. L'espace d'un instant, tout lui revint, l'odeur du cuir, le cri, le bruit sec du fouet. Zorn se leva le premier. Il s'approcha du garçon et posa sa tête sur sa poitrine. Il ne fit rien de plus qu'il n'eut besoin de faire. Il le serra dans ses bras et dit d'une voix à peine audible. J'avais peur que personne ne me croie, mais vous l'avez fait. Le lendemain matin, Isaac dessina de nouveau. Pas de cicatrice, pas de main. Il dessina un champ ouvert, rempli d'herbe haute, et au milieu, un garçon marchant seul, mais accompagné d'un chien. Sais-tu ce que tu as dessiné? Demanda Jürgen. Isaac y réfléchit, puis hocha la tête. Un endroit où ça ne fait pas de mal d'être moi. Cet après-midi-là, Baena leur rendit visite. Il apporta des documents, des rapports et de nouvelles informations sur la situation juridique. Nous n'avons pas encore de date de procès.
Mais Sarah fait l'objet d'une enquête. Il ne demanda rien, il caressa simplement Rossio. Mais plus tard, tandis que Baena lui parlait, il jeta un coup d'œil dans la cuisine. Isaac s'approcha de Zorn et dit : « Je ne veux pas y retourner. Mais si des enfants sont seuls là-bas, comme moi, je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent sortir. » Zorn le regarda avec les yeux ternes d'un chien qui avait déjà vécu trop de guerres, et remua la queue tandis que le soleil se couchait. Palmyra alluma une bougie devant la statue de la Vierge de Guadalupe accrochée dans l'écurie. C'était une coutume qu'elle tenait de sa grand-mère mexicaine, allumer une bougie pour les vivants, et pas seulement pour les morts. Isaac s'approcha de lui. « Ce n'est pas grave de prier si vous ne savez pas comment faire. » Palmyra lui sourit avec la tendresse d'une terre fertile. « Bien sûr, mon amour. Parfois, respirer est une prière. » Isaac ferma les yeux et, pour la première fois, ne demanda pas qu'on vienne le sauver. Il demanda seulement à pouvoir rester là où l'herbe repoussait sur ses blessures, là où les chevaux ne s'enfuyaient pas, là où un vieux chien l'écoutait sans le juger. Et cette nuit-là, tandis que le vent jouait avec les rideaux, Palmyra le regarda dormir, serrant Zorn dans ses bras, et pensa : « Cet enfant n'est pas un survivant, c'est une graine et il commence juste à grandir. » C'était un chaud après-midi d'octobre. Le ciel avait cette teinte dorée qui n'apparaît qu'après la fin de l'été. Au centre de rééducation, les feuilles tombaient comme pour masquer toute la douleur. Isar jouait en silence avec Rossio. Il avait appris à la caresser avec des mains fermes mais douces, à lui murmurer des mots qui n'étaient pas des ordres mais de la confiance. Zorn, aussi vieux que les montagnes entourant le centre, dormait sous le plus grand arbre, une oreille ouverte et l'âme éveillée. Puis un cri bref et perçant déchira l'air. Une petite fille courait sur le sentier qui bordait l'étang. Ses pieds glissèrent sur la boue et son corps tomba dans l'eau. Lia cria : « Al !» Regardez, il n'était plus qu'à quelques mètres. Mais Zorn ne dormait plus. Son corps réagit avant son esprit. Il bondit, traversant l'espace entre terre et eau avec la force d'une promesse ancestrale. Et quand la fillette toucha la surface, Thorn était déjà là, la tenant dans son museau. Il nageait vers le rivage comme si ses os ne lui faisaient pas mal, comme s'il avait 5 ans, et non 14. Lia toussait, pleurait, mais elle était vivante. Le silence était rempli d'applaudissements, de soupirs et de larmes. Et il ne dit rien. Il s'approcha de Zorn, le regarda longuement et lui toucha le cou des 2 mains. « Merci », dit-il avec la voix de quelqu'un qui sait déjà ce que signifie être sauvé. 2 jours plus tard, l'histoire était dans tous les journaux locaux, un chien de sauvetage sauve une fille de la noyade, Zorn, le héros à 4 pattes. Une journaliste, Elska Ferré, arriva au centre avec un vieux magnétophone et un carnet en cuir. Son regard reflétait un mélange de doute, de courage et de tendresse qui ne passa pas inaperçu. En le regardant, il n'était pas du genre à parler beaucoup, mais il accepta de parler. Elska a tout écouté, a pris des notes et au lieu de partir, a demandé à rester quelques jours. Je veux comprendre pourquoi cet endroit sent le deuil et le miracle. Personne n'a répondu, mais personne ne l'a arrêté. Une nuit, alors qu'il examinait de vieux dossiers, Leska a découvert quelque chose qu'il n'avait pas prévu, un dossier fermé. Le nom de l'enfant ? Isaac Garmendia. Il convient de noter que les preuves trouvées étaient insuffisantes pour justifier une intervention. Signature, Elga Rual. Nom de famille identique à celui de l'inspectrice qui supervisait Sarah. Cette même personne, selon les témoignages, n'avait passé que 15 minutes dans le débarras où vivait Isaac en 1900. Le lendemain matin, Eska a demandé à parler à Isar. Le garçon la regardait de loin, serrant Zorn dans ses bras. Il ne semblait pas vouloir parler. « Je ne veux pas que tu me demandes ce qu'on m'a demandé 1000 fois, dit-il finalement. Leska hocha la tête. « Puis-je vous demander autre chose ?» Silence. Que ces hommes que les adultes ne voulaient pas savoir ? Et Sarah baissa les yeux. Il n'avait pas besoin de preuves. Il me croyait avec son corps. Le même après-midi, Eska publiait un article plus long. Il ne parlait plus seulement du plan de sauvetage.
Il évoquait le silence institutionnel, la négligence juridique, un système qui mesure les crimes et ne voit pas les yeux. Et il a cité des noms, Elga Rual, celle de Miro Sarthe, maire de Orléans, Sarah Riva. Les appels ont commencé à arriver avant la tombée de la nuit. Almira a éteint son téléphone. Baena, du bureau central, a appelé au calme. Matteo, le voisin qui surveillait tout, a laissé un mot sur la clôture. Je t'ai dit que le chien aboyait pour quelque chose. Quelques jours plus tard, Elga fut temporairement suspendue. De Miro, sous la pression du conseil municipal, démissionna pour raisons personnelles. Personne ne dit grand-chose, mais quelque chose changea. Les habitants commencèrent à s'approcher du centre. Certains avec des livres, d'autres avec des dons. Beaucoup le regardaient avec gêne. Nous ne savions pas. Nous ne voulions pas voir, a déclaré Almira. Il n'a répondu qu'avec une seule phrase. Le silence laisse aussi des traces. Un après-midi de novembre, alors que le vent jouait avec les rideaux de l'écurie, Eska était assise à côté d'Isard, qui dessinait sur une feuille de papier froissé. Que fais-tu? Quelque chose dont j'ai rêvé. Il lui montra le dessin. C'était Zorn, debout devant une maison en ruine, avec des enfants ailés derrière lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Isaac pensait que les chiens ne croient pas à la justice, mais qu'ils croient au retour quand personne d'autre ne le fait. Et Lescano a écrit dans son carnet. Non pas en tant que journaliste, mais en tant que quelqu'un qui venait de comprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose que ni les tribunaux, ni les politiques, ni les lois ne pouvaient expliquer. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Zorn se leva péniblement. Il se dirigea vers la porte de la chambre d'Isard, s'y allongea comme d'habitude, et Isard, à moitié endormi, murmura. « Ne me quitte pas, d'accord. » Zorn n'aboya pas, mais prit une profonde inspiration et appuya sa tête contre le bois, comme pour dire « Je suis là et je serai là. » Almira observait tout depuis le couloir. Il se tenait là, immobile, ressentant une étrange paix, car il comprenait que les véritables liens ne font pas de bruit, qu'ils ne demandent pas de permission. Ils le sont tout simplement. Et quand ils se brisent, ils laissent une marque qui ne peut être effacée, mais qui au contraire s'épanouit. Le lendemain matin, Isard partit au champ avec Rossio. Il marchait à ses côtés, plus lentement, mais avec sa fierté intacte. Et quand le soleil commença à réchauffer la terre, l'enfant dit presque comme une chanson. « Je n'ai pas peur de parler à nouveau, car tu m'as appris que tous les silences ne sont pas miens. » Zorn remua la queue, et dans ce simple geste, une vieille blessure guérit, car après tout, les forts ne crient pas, les forts protègent, écoutent et restent même si personne d'autre ne le fait. La salle d'audience de Zamora sentait le vieux bois et l'hiver. Les hauts murs de pierre brute empêchaient même les bruits du monde extérieur de pénétrer. Les seuls bruits étaient le tic-tac de la montre du juge, le bruissement des dossiers, de temps en temps, un soupir étouffé qui semblait vieux de plusieurs décennies. Sarah est entrée avec le même manteau que d'habitude, noir, moulant, sans un seul pli, et le menton haut, comme quelqu'un qui vient réclamer un héritage et ne pas affronter la vérité. Elle marchait d'un pas sûr, mais ses yeux ne s'arrêtaient sur personne derrière elle, pas même sur Alba. La petite fille, plus si petite, portait une robe bleu clair qu'elle n'aimait pas et une peur qu'elle ne pouvait nommer. Et Sarah s'assit entre Palmira et Baena. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, elle tenait simplement dans ses bras l'écharpe grise que Thorn lui avait offerte la veille. Le chien, couché sous le banc, avait le regard fixé sur Sarah, comme s'il savait que c'était l'endroit où quelque chose pourrait enfin se briser. Le juge Ortega, aux mains fines et à la voix ferme, a examiné le dossier avec une lenteur qui n'était pas du désintérêt, mais plutôt du respect pour ce qui restait à dire. Continuons, dit-il enfin. Sarah Delgado est accusée de violences physiques et psychologiques envers son beau-fils Isaac Delvado Larinaga. De la maltraitance, répondit Sarah avec un sourire en coin. Votre honneur, ce garçon a toujours été un problème. Il inventait des choses, se cachait comme un animal, puis pleurait pour attirer l'attention. Il n'a jamais compris le mot discipline. Zorn se redressa lentement, comme si ce mot lui avait traversé l'échine.
Isard baissa la tête, mais ne pleura pas. Le juge a observé sans interrompre, puis a demandé que les preuves soient présentées. Véna déposa une enveloppe scellée sur la table. À l'intérieur se trouvaient des dessins, ni rapports médicaux, ni photos, juste des dessins. L'un après l'autre, un cheval blessé, un enfant recroquevillé dans un coin, une main levée tenant une ceinture, et toujours un chien à ses côtés, silencieux mais ferme. Nilda les observait depuis la barre des témoins. Elle déglutit. Sa mère ne la regardait pas, elle croisait simplement les bras comme si elle assistait à un dîner ennuyeux. « Avez-vous quelque chose à dire ?» a demandé le juge. La fille regarda sa mère, puis Isard, puis le sol, et finalement leva les yeux comme si des ailes lui poussaient. Au début, j'ai pensé qu'Isard exagérait. Maman me le disait toujours. Mais une fois, j'ai été frappé aussi. Une seule fois, parce que j'ai cassé un verre et j'ai eu l'impression d'être déchiré de l'intérieur. Sarah pinça les lèvres. C'était un accident, une petite correction. Toutes les mères font ça. Pas tous, Madame Delgado, répondit la juge sans élever la voix. Les mères aimantes n'ont pas besoin de corriger par peur. Le silence tomba comme une vieille prière dans le coin de la pièce. Matteo se leva. Il portait un béret usé et un vieux carnet à la main. « Je n'ai pas fait d'études, dit-il, mais j'ai des oreilles. Et pendant 2 ans, j'ai entendu chaque nuit le bruit du cuir heurtant la chair et un petit cri, comme celui d'un chien blessé. »« Et il n'a rien fait ?» cria Sarah. Matteo n'était pas déconcerté. « Parce que j'étais un lâche. Mais aujourd'hui, je suis venu dire ce que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Le juge hocha la tête. « As-tu écrit quelque chose ?» Le procureur n'a pas posé d'autres questions. À ce moment-là, Zorn se leva et marcha lentement vers le centre de la pièce. Il n'aboya pas, ne fit aucune farce. Il s'assit simplement en face de Sarah et la fixa, en silence, comme s'il voulait lui demander « Tu peux dormir la nuit ?» Et puis quelque chose s'est produit auquel personne ne s'attendait. Isaac se leva. Ses pieds touchaient à peine le sol, mais sa voix, bien que basse, était claire. Elle ne m'a jamais vu. Elle m'a juste crié dessus comme si j'étais une ombre sur son chemin. Mais Zorn m'a vu. Et Rossio aussi. Et j'ai appris que si un animal peut me défendre, je peux me défendre aussi. Sarah se retourna, la bouche ouverte, comme si elle cherchait une réponse, mais elle ne trouva pas de mots. Le juge a fermé le dossier, a pris une inspiration et a dit. Ce tribunal ne juge pas seulement selon le droit, il juge selon la mémoire. Et la mémoire d'un enfant ne s'efface pas sous prétexte d'excuse. Il a prononcé la peine, 3 ans de prison avec sursis, la perte définitive de la garde à vue et une thérapie obligatoire. Sarah n'a pas pleuré ni hésité, non pas par peur, mais par soulagement. Isard descendit de l'estrade, marcha vers Zorn, le serra dans ses bras et dit presque secrètement. C'est ça. Je n'ai plus besoin de me cacher. Zorn posa sa tête sur la poitrine du garçon et, pour la première fois depuis leur entrée dans la salle d'audience, la paix s'installa entre eux. Almira tendit l'écharpe à Iker. Baena lui caressa l'épaule et, avant de partir, le juge s'arrêta et dit à Zorn à voix basse. Bon garçon, très bon garçon. À l'extérieur du tribunal, l'après-midi s'ouvrait lentement. Les premiers pétales du soleil caressaient les rues, et quelque part, loin des dossiers et des condamnations, un enfant croyait à nouveau que sa voix, bien que faible, méritait d'être entendue. Le champ était couvert de rosée. De la vraie rosée, pas celle de la vieille jument aux yeux fatigués, mais l'humidité sereine qui recouvre la terre avant que le soleil n'ose enfin se lever et poser ses pieds. Il marchait pieds nus dans les sillons de l'herbe, le pantalon retroussé et les mains dans les poches d'une veste trop grande pour lui. Thorne le suivait sans laisse, sans se presser, sans faire de bruit. Ils se tenaient ensemble devant la clôture de l'écurie, où le vent soufflait toujours un peu plus fort, comme s'il voulait emporter les souvenirs que personne ne voulait nommer. Isard leva les yeux vers la colline. Rossio broutait paisiblement, seul, mais sans tristesse. La jument ne semblait plus appartenir au passé, mais à une sorte de présent où rien ne faisait mal.
Tu sais, Storm, murmura le garçon, personne ici ne me dit que je suis inutile, personne ne me dit que je suis un fardeau. Le chien pencha la tête comme s'il comprenait chaque syllabe. Ici, il me laissait être le silence, mais pas le silence d'avant, celui qui pesait comme une couverture mouillée sur mes épaules. C'était différent. C'était le silence de la campagne à l'aube, du pain frais, de l'étreinte silencieuse. Palmyra regardait par la fenêtre, sa tasse de café à la main. C'était une maison simple, en pierre rustique, avec des murs épais et des photos encadrées de personnes qui n'étaient plus parmi nous, son mari, son fils. Une mère qui priait devant une bougie chaque jour du jour des morts. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots étaient comme des graines, ils persistaient, poussaient et s'épanouissaient au moment où on s'y attendait le moins. Ce garçon a une tendresse qui ne peut pas être achetée, murmura Zorn. Désormais membre officiel de la maisonnée, il dormait sous la table, ronflant doucement. Il ne chassait pas les écureuils, n'aboyait pas après les visiteurs. Il n'existait que comme un phare, une présence qui disait sans le dire. Tu es en sécurité ici. Le jour où la lettre du juge arriva, Almira l'ouvrit d'une main ferme. La loi reconnaissait enfin l'évidence, Isaac avait droit à un foyer à l'abri de la peur, et personne, pas même Sarah, ne pourrait plus le réclamer. Le seau était sec, mais les mots avaient du poids. La femme le lut 2 fois. Puis elle alla à l'écurie et tendit le papier à Isar. Cela dit que tu peux rester pour toujours maintenant, si tu le souhaites. Isar ne répondit pas immédiatement. Il caressa simplement Rossio derrière l'oreille, là où elle la démangeait toujours. Je peux continuer à dormir dans la chambre avec Zorn. Elle hocha la tête lorsque Zorn dit oui, et Sarah sourit. Pas comme les enfants dans les publicités, mais comme quelqu'un qui, pour la première fois, a l'impression que sa présence n'est pas un fardeau. Merci de ne pas me demander d'être différent de Mira. Il n'a rien dit, il lui a juste ébouriffé les cheveux avec une tendresse qui venait d'il y a très, très longtemps. Une semaine plus tard, Nilda, la fille de Sarah, fut transférée dans un centre spécialisé. Personne ne la força à parler. On lui montra simplement les dessins d'Isaac, et quelque chose en elle se brisa au pas vraiment de colère. Maman n'aime aucun d'entre nous, dit-elle avant de s'endormir, serrant dans ses bras un ours en peluche emprunté. Cet après-midi-là, alors que Thorn gisait au soleil telle une pierre chaude et vivante, Isaac s'approcha. Il tenait un nouveau dessin, qui ne représentait ni coup ni cri. C'était celui d'un garçon marchant dans un champ avec un chien. Ils contemplaient tous deux un horizon fleuri. Il s'agenouilla à côté de Zorn et plaça le dessin entre ses pattes. Je n'ai pas de mère comme les autres, mais toi, je t'ai. Et toi, tu me suffis. Zoé ne bougea pas la queue. Elle ne manifesta aucune émotion, mais le léger mouvement de sa tête, le lent clignement de ses yeux suffirent. Sarah posa son front sur son dos, et pendant un instant, tout alla bien. Almira l'observait depuis la cuisine. Elle ne pleurait pas, mais elle pressait sa main contre sa poitrine, là où son absence lui faisait parfois mal. Ce jour-là, ce n'était pas douloureux, la pulsation était juste différente. Il a allumé une bougie à côté du portrait de son fils. Merci de m'avoir amené le bébé juste au moment où j'avais cessé de l'attendre, murmura-t-elle. Et si vous, cher lecteur, en étiez arrivé là? Si vous avez déjà eu l'impression qu'il n'y avait plus de place pour une tendresse renouvelée, si vous pensiez que des enfants comme Isaac étaient des causes perdues, ou que des vieux chiens comme Thorn n'avaient plus de combat à mener. Laissez-moi vous dire une chose, l'amour ne demande pas de permission. Il n'a pas besoin de papier, de nom de famille commun ou d'histoire parfaite. Il a juste besoin d'espace, de temps et d'un second regard. Chez Amiral, il y a maintenant un banc en bois près du champ. Il s'y assoit tous les soirs, Zorn endormi à ses pieds et Rossio broutant à proximité. Parfois, il dessine. Parfois, il regarde simplement les nuages. Un après-midi, il dit à Almira. Quand je serai grand, je veux avoir une maison avec beaucoup de vieux chiens pour que personne ne meure seul. Elle ne répondit pas. Elle lui servit simplement un peu de pain de maïs et le serra par les épaules. Et Zorn,
le visage complètement blême, les regarda en silence. Il n'y avait pas besoin d'aboyer. Il avait déjà tout dit. La pièce sentait la cannelle, le bois humide et les souvenirs d'un autre temps, dans un coin. Madame Yalta, 74 ans, couvrait ses épaules d'un châle brodé à la main, héritage de sa mère. Le journal était ouvert sur ses genoux. Sur la couverture, une photo, au-delà du silence, l'histoire d'Isa Rezorn. Yalta ne pleurait pas, mais sa bouche tremblait légèrement, comme quelqu'un qui a gardé une confession pour elle-même pendant trop longtemps. Ce garçon, je le connaissais. Pas lui, mais quelqu'un comme lui, murmura-t-il en caressant le coin du papier avec des doigts déjà familiers du regret. Il ferma les yeux. Il vit une autre maison, une autre table. Une étrange fille, pâle, aux cheveux tressés serrés, des cernes de peur sous les yeux et une voix cassée. C'était la fille du premier mariage de mon mari. Silencieuse. Fragile. J'avais mon propre enfant. Je lui en ai donné davantage. Je lui ai crié dessus davantage. Dès que je l'ai vue, elle a touché le col du châle comme si cela lui faisait mal de le toucher. Personne ne m'a forcé, mais moi, j'ai choisi de ne pas la regarder, parce que la voir, c'était me souvenir de ce que j'avais été aussi. Il sortit une feuille de papier. Il écrivit d'une main tremblante. À toi qui portes encore en toi cet enfant blessé, je demande pardon. Je n'ai pas su aimer. Je n'ai pas su écouter. Puis il s'approcha de la fenêtre. Dehors, une petite fille promenait un vieux chien au museau blanc. L'animal marchait lentement, mais ses yeux étaient encore lucides. Gilda sourit pour la première fois depuis des semaines et murmura à peine audible. Merci, Thorn, d'avoir aboyé là où j'étais silencieux. J'aurais aimé que quelqu'un comme toi soit là. Et puis elle s'est enfin assise pour écrire sa propre histoire. Non pas pour se justifier, mais pour guérir, afin qu'une autre femme puisse un jour la lire et oser s'exprimer.